Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'étaient, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait « Oh, c'est fini. Les chèvres s'ennuient chez moi. Je n'en garderai pas une. » Cependant, il ne se découragea pas, et après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une 7e. Seulement cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habituât mieux à demeurer chez lui. Oh, qu'elle était jolie, la petite chèvre de M. Seguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. C'était presque aussi charmant que le cabri d'Esmeralda. Et puis docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle, un amour de petite chèvre. Monsieur Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes, et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que M. Seguin était ravi. Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. M. Seguin se trompait. Sa chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit en regardant la montagne. Comme on doit être bien là-haut. Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette maudite longe qui vous écorche le cou. C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un clos. Les chèvres, il leur faut du large. À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit, son lait se fit rare. C'était pitié de l'avoir tiré tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne, la narine ouverte en faisant « mais » tristement. M. Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois « Écoutez, M. Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. » « Oh, mon Dieu, elle aussi !» cria M. Seguin stupéfait. Et du coup, il laissa tomber son écuelle, puis s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre. « Comment, Blanquette, tu veux me quitter ?» Et Blanquette répondit « Oui, M. Seguin. »« Est-ce que l'herbe te manque ici ?»« Oh non, M. Seguin. »« Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ?»« Ce n'est pas la peine, M. Seguin. »« Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux? »« Je veux aller dans la montagne, M. Seguin. »« Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne? Que feras-tu quand il viendra? »« Je lui donnerai des coups de corne, M. Seguin. »« Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des biques autrement encornées que toi. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier, une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis le matin, le loup l'a mangée. Pécaille, pauvre Renaude. Ça ne fait rien, M. Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Bonté divine, dit M. Seguin. Mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres? Encore une que le loup va me manger. Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. Là-dessus, M. Seguin emporte la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre. Et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général.
Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçue comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon temps qu'il pouvait. Toute la montagne lui fit fête. Vous pensez si notre chèvre était heureuse? Plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêchât de gambader et de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes. Et quelle herbe! Savoureuse, fine, dentelée, faite de 1000 plantes. Ah, c'était bien autre chose que le gazon du clos et les fleurs. De grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à long calice, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucre, capiteux. La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là-dedans, les jambes en l'air, et roulait le long des talus, pêle-mêle, avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Hop, la voilà partie. La tête en avant, à travers les maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait 10 chèvres de M. Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette. Elle franchissait dans un seau de grand torrent qui l'éclaboussait au passage de poussière humide et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de cytise aux dents, elle aperçut en bas, tout en bas, dans la plaine, la maison de M. Seguin avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes. « Oh, que c'est petit, dit-elle. Comment ai-je pu tenir là-dedans? » Pauvrette, de se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de M. Seguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse en robe blanche fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque, et tous ces messieurs furent très galants. Il paraît même qu'un jeune chamois à pelage noir eut la bonne fortune de plaire à Blanquette. Les deux amoureux s'égarèrent parmi le bois 1 heure ou 2, et si vous voulez savoir ce qu'ils dirent, allez le demander aux sources bavardes qui courent invisibles dans la mousse. Tout à coup, le vent fraîchit. La montagne devint violette, c'était le soir. « Déjà, dit la petite chèvre. » Et elle s'arrêta fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de M. Seguin disparaissait dans le brouillard, et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait et se sentit l'âme toute triste. Un gerfaut qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis ce fut un hurlement dans la montagne. Ouh! Ouh! Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon monsieur Seguin qui tentait un dernier effort. Ouh! Ouh! Faisait le loup. Reviens! Reviens! Criait la trompe. Blanquette eut envie de revenir, mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle pensa que maintenant, elle ne pouvait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre 2 oreilles courtes, toutes droites, avec 2 yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là.
regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. La petite chèvre de Monsieur Seguin. Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille renaude qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de Monsieur Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup. Les chèvres ne tuent pas le loup. Et seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la renaude. Alors, le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent en danse. Oh, la brave petite chevrette, comme elle y allait de bon cœur. Plus de 10 fois, je ne mens pas, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe, puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de Monsieur Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair, et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube. » L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne. Le loup, de coups de dents. Une lueur pâle parut dans l'horizon. Le chant du coq enroué monta d'une métairie. Enfin, dit la pauvre bête, qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. L'abbé Martin était curé de Cucugnan. Bon comme le pain, franc comme l'or, il aimait paternellement ses Cucugnanais. Pour lui, son Cucugnan aurait été le paradis sur terre, si les Cucugnanais lui avaient donné un peu plus de satisfaction. Mais hélas, les araignées filaient dans son confessionnal. Et le beau jour de Pâques, les hosties restaient au fond de son Saint-Ciboire. Le bon prêtre en avait le cœur meurtri. Et toujours il demandait à Dieu la grâce de ne pas mourir avant d'avoir ramené au bercail son troupeau dispersé. Or, vous allez voir que Dieu l'entendit. Un dimanche, après l'évangile, M. Martin monta en chair. « Mes frères, dit-il, vous me croirez si vous voulez, l'autre nuit, je me suis trouvé, moi, misérable pécheur, à la porte du paradis. Je frappais, Saint-Pierre m'ouvrit. « Tiens, c'est vous, mon brave monsieur Martin, me fit-il. Quel bon vent. Et qu'y a-t-il pour votre service? Beau Saint-Pierre, vous qui tenez le grand livre et la clé, pourriez-vous me dire, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de Cucugnanais en paradis? Mais je n'ai rien à vous refuser, monsieur Martin. Asseyez-vous, nous allons voir la chose ensemble. » Et Saint-Pierre prit son gros livre, l'ouvrit, mit ses besicles. Voyons un peu. Cucugnan, disons-nous. Cucugnan, nous y sommes. Cucugnan. Mon brave monsieur Martin, la page est toute blanche. Pas une âme. Pas plus de Cucugnanais que d'arêtes dans une dinde. Comment? Personne de Cucugnan ici? Personne? Ce n'est pas possible. Regardez mieux. Personne, saint homme. Regardez vous-même si vous croyez que je plaisante. Moi, Pécaille, je frappais des pieds et les mains jointes, je criais miséricorde. Alors Saint-Pierre, croyez-vous, monsieur Martin, il ne faut pas ainsi vous mettre le cœur à l'envers, car vous pourriez en avoir quelques mauvais coups de sang. Ce n'est pas votre faute, après tout. Vos Cucugnanais, voyez-vous, doivent faire à coup sûr leur petite quarantaine en purgatoire. Ah, par charité, grand Saint-Pierre, faites que je puisse au moins les voir et les consoler. Volontiers, mon ami. Tenez, chaussez vite ces sandales, car les chemins ne sont pas beaux par ici. Voilà qui est bien.
Maintenant, cheminez droit devant vous. Voyez-vous là-bas au fond, en tournant, vous trouverez une porte d'argent toute constellée de croix noires, à main droite. Vous frapperez, on vous ouvrira. Allez à Decias. Tenez-vous sain et gaillardez. Et je cheminais. Je cheminais. Quelle battue. J'ai la chair de poule rien que d'y penser. Un petit sentier plein de ronces, d'escarboucles qui luisaient et de serpents qui sifflaient m'amena jusqu'à la porte d'argent. Pam-pam, qui frappe, me fait une voix rauque et dolente. Le curé de Cucugnan. De Cucugnan. Ah, entrez. J'entrai. Un grand bel ange avec des ailes sombres comme la nuit, avec une robe resplendissante comme le jour, avec une clé de diamant pendue à sa ceinture, écrivait cracra dans un grand livre plus gros que celui de Saint-Pierre. Finalement, que voulez-vous et que demandez-vous, dit l'ange. Bel ange de Dieu, je veux savoir, je suis bien curieux peut-être, si vous avez ici les Cucugnanais. Les Cucugnanais, les gens de Cucugnan, que c'est moi qui suis leur prieur. Ah, l'abbé Martin, n'est-ce pas? Pour vous servir, monsieur l'ange. Vous dites donc Cucugnan. Et l'ange ouvrit et feuilleta son grand livre, mouillant son doigt de salive pour que le feuillet glisse mieux. Cucugnan, dit-il en poussant un long soupir. Monsieur Martin, nous avons en purgatoire personne de Cucugnan. Jésus, Marie, Joseph. Personne de Cucugnan en purgatoire. Oh grand Dieu, mais où sont-ils donc? Saint homme, ils sont en paradis. Où diantre voulez-vous qu'ils soient? Mais j'en viens du paradis. Vous en venez? Eh bien, ils n'y sont pas. Oh, bonne mère des anges. Que voulez-vous, monsieur le curé? S'ils ne sont ni en paradis ni en purgatoire, il n'y a pas de milieu. Ils sont... Sainte Croix, Jésus, fils de David, aïe, aïe, aïe. Est-il possible, serait-ce un mensonge du grand Saint-Pierre? Pourtant, j'ai pas entendu le chant du coq. Aïe, pauvre de nous, comment irais-je en paradis si mes Cucugnanais n'y sont pas? Écoutez, mon pauvre monsieur Martin, puisque vous voulez coûte que coûte être sûr de tout ceci et voir de vos yeux de quoi il retourne, prenez ce sentier, filez en courant. Si vous savez courir, vous trouverez à gauche un grand portail. Là, vous vous renseignerez sur tout. Dieu vous le donne. Et l'ange ferma la porte. C'était un long sentier tout pavé de braises rouges. Je chancelais comme si j'avais bu. À chaque pas, je trébuchais. J'étais tout en eau, chaque poil de mon corps avait sa goutte de sueur, et je haletais de soif. Mais ma foi, grâce aux sandales que le bon Saint-Pierre m'avait prêtées, je ne me brûlais pas les pieds. Quand j'eus fait assez de faux pas, clopin, je vis à ma main gauche une porte, non, un portail, un énorme portail, tout bâillant comme la porte d'un grand fourreau. Mes enfants, quel spectacle! Là, on ne demande pas mon nom, là, point de registre, par fournée, et à pleine porte, on entre là, mes frères, comme le dimanche, vous entrez au cabaret. Je suis à grosses gouttes, et pourtant j'étais transi, j'avais le frisson. Mes cheveux se dressaient, je sentais le brûler, la chair rôtie, quelque chose comme l'odeur qui se répand dans notre Cucugnan quand tes doigts le maréchal brûle pour la ferrer la botte d'un vieillard. Je perdais haleine dans cet air puant et embrasé. J'entendais une clameur horrible, des gémissements, des hurlements et des jurements. Eh bien, entres-tu ou n'entres-tu pas, toi? Me fait en piquant de sa fourche un démon cornu. Moi? Ah, je n'entre pas, je suis un ami de Dieu. Tu es un ami de Dieu? Eh bien, espèce de teigneux, que viens-tu faire ici? Je viens... Ne m'en parlez pas, que je ne peux plus me tenir sur mes jambes. Je viens de loin. Humblement, vous demandez si par coup de hasard, vous n'auriez pas ici quelqu'un de Cucugnan. Ah, feu de Dieu, tu fais la bête, toi, comme si tu ne savais pas que tout Cucugnan est ici. Tiens, les corbeaux regardent, et tu verras comment nous les arrangeons ici. Tes fameux Cucugnanais. Et je vis, au milieu d'un épouvantable tourbillon de flammes, le long coq Galine. Vous l'avez tous connu, mes frères. Coq Galine, qui se grisait si souvent et si souvent secouait les puces à sa pauvre clairon. Je vis Catharinée, cette petite gueuse, avec son nez en l'air, qui couchait toute seule à la grange. Il vous en souvient, mes drôles? Mais passons. J'en ai trop dit. Je vis Pascal, doigt de paix, qui faisait son huile avec les olives de monsieur Julien. Je vis Babet la glaneuse, qui en glanant, pour avoir plus vite noué sa gerbe, puisait à poignée au gerbier. Je vis Maître Grapasi, qui huilait si bien la roue de sa brouette. Et Dauphine, qui vendait si cher l'eau de son puits.
et le tortillard, qui, lorsqu'il me rencontrait portant le bon Dieu, filait son chemin, la barrette sur la tête et la pipe au bec, et fier comme Artaban, comme s'il avait rencontré un chien, et Coulot avec sa zette, et Jacques, et Pierre, et Tony, Ému, blême de peur, l'auditoire gémit en voyant dans l'enfer tout ouvert qui son père et qui sa mère, qui sa grand-mère et qui sa sœur. Vous sentez bien, mes frères? Vous sentez bien que ceci ne peut pas durer? J'ai charge d'âme, et je vais vous sauver de l'abîme où vous êtes tous en train de rouler tête première. Demain, je me mets à l'ouvrage, pas plus tard que demain, et l'ouvrage ne manquera pas. Voici comment je m'y prendrai. Pour que tout se fasse bien, il faut tout faire avec ordre. Nous irons rang par rang, comme à Jonquière quand on danse. Demain lundi, je confesserai les vieux et les vieilles. Ce n'est rien. Mardi, les enfants. J'aurai bientôt fait. Mercredi, les garçons et les filles. Cela pourrait être long. Jeudi, les hommes. Nous couperons court. Vendredi, les femmes. Je dirais pas d'histoire. Samedi, le meunier. Ce n'est pas trop d'un jour pour lui tout seul. Et si dimanche nous avons fini, nous serons bien heureux. Voyez-vous, mes enfants, quand le blé est mûr, il faut le couper. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Voilà, assez de linge sale. Il s'agit de le laver et de le bien laver. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen. Ce qui fut dit fut fait. On coula la lessive. Depuis ce dimanche mémorable, le parfum des vertus de Cucugnan se respire à 10 lieues alentour. Et le bon pasteur, M. Martin, heureux et plein d'allégresse, a rêvé l'autre nuit que, suivi de tout son troupeau, il gravissait en resplendissante procession au milieu des cierges allumés d'un nuage d'encens qui embaumait et des enfants de chœur qui chantaient Te Deum, le chemin éclairé de la cité de Dieu. Et voilà l'histoire du curé de Cucugnan, tel que m'a ordonné de vous le dire ce grand gueusard de Roumanie qui la tenait lui-même de notre bon compagnon.